Bonjour, nous allons aborder l'item 333 qui concerne les situations sanitaires exceptionnelles et les afflux de victimes. Les objectifs pédagogiques sont les suivants. D'abord, connaître la définition d'une situation sanitaire exceptionnelle, puis aborder la prise en charge sous 4 volets, les principes d'organisation médicale, savoir se protéger, savoir apporter son aide en préhospitalier, comprendre le principe du tri des victimes et son impact sur le délai de prise en charge, et enfin, savoir s'entraîner et débriefer. Mes conflits d'intérêts sont les suivants. Gilead, Kite et Amgen, avec qui j'ai participé à des événements rémunérés autour du développement des CAR-T-cells, et la société MSD, avec qui j'ai participé à un enseignement sur l'antibiothérapie. Et puis je dois signaler que je suis membre du conseil d'administration de la SRLF. Le plan que nous allons suivre répond aux objectifs pédagogiques. Et donc nous allons commencer par la définition d'une situation sanitaire exceptionnelle. C'est la survenue d'un événement émergent, inhabituel et ou méconnu qui impacte les populations ou le fonctionnement d'un système de soins. Il peut s'agir d'un événement particulier par sa nature, une épidémie, une vague de chaleur, une attaque terroriste ou une explosion, comme par exemple l'usine AZF ou plus récemment l'usine Lubrizol. Il peut s'agir d'un événement particulier par son ampleur, localisé, comme dans le cas d'une explosion, ou beaucoup plus large, comme dans le cas de l'épidémie actuelle de SARS-CoV-2, par son origine, nationale ou internationale, et par sa dynamique, très aiguë comme dans une attaque ou une explosion, ou beaucoup plus durable, là encore comme dans le cas de l'épidémie que nous connaissons. Première chose, il faut savoir se protéger. Un soignant blessé ou mort ne peut pas soigner, ça semble évident dit comme ça, mais il faut rappeler que le premier devoir du soignant est de ne pas s'exposer lui-même pour rester opérationnel. Alors le danger peut être visible, comme dans le cas d'un incendie, mais il peut être beaucoup moins visible, soit que la menace initiale reste active, comme une menace terroriste ou une explosion, soit dans le cas des risques NRBC, NRBC voulant dire nucléaire, radiologique, chimique ou biologique. Le médecin doit donc être mis en sécurité et il faut identifier une zone sécurisée vers laquelle les victimes sont dirigées par des services spécialisés et au sein de laquelle elles seront prises en charge par des équipes soignantes. Alors, 3 points sur la phase préhospitalière, son organisation, la question du tri et la question des gestes de sauvetage. L'organisation préhospitalière est régie par un dispositif qui s'appelle ORSEC, Organisation de la réponse de sécurité civile, qui se décline à l'échelon départemental et est donc sous l'autorité du préfet. Le préfet est le directeur des opérations de secours. À ce titre, il dirige les actions et il mobilise tous les moyens nécessaires. Il a un rôle important de communication et d'information, d'abord entre les différents acteurs de la prise en charge et puis vers les échelons supérieurs. Et enfin, il doit anticiper les conséquences, avoir, comme on le dit parfois, un coup d'avance sur les événements. Il existe une déclinaison qui s'appelle le plan Orsec Novi pour nombreuses victimes, qui a la particularité de mettre en alerte les hôpitaux, de mettre en place un poste de commandement sur le terrain avec un poste médical avancé. Et c'est ce poste médical avancé qui aura la responsabilité de trier les patients en fonction de leur degré d'urgence. La chaîne hiérarchique du plan Orsec Novi ou du plan Orsec est la suivante et elle est très structurée. Le directeur des opérations de secours est le préfet ou le maire. Il nomme un commandant des opérations de secours, qui est un pompier. Sous la responsabilité de celui-ci intervient un directeur des services incendie et un chef de poste de commandement, qui sont tous deux des pompiers. Et intervient également un directeur des opérations de secours médicaux, le DSM, qui lui est un médecin. Et c'est sous la responsabilité de ce DSM que 4 médecins interviennent en charge du ramassage, du tri, de l'organisation du poste médical avancé et de l'évacuation. Et donc les principes d'organisation en préhospitalier reposent sur ces 5 éléments. Le premier, c'est qui dirige les opérations. On vient de voir cette chaîne hiérarchique. Deuxièmement, où est-ce qu'elle se situe?
Là, il s'agit d'établir une zone de sécurité qui peut être une rue adjacente, par exemple, dans le cas d'un attentat ou d'une explosion, qui peut être un local proche. Ensuite, la question de l'extraction des victimes doit être organisée. Elles sont regroupées soit vers un point de regroupement, soit vers un poste médical avancé. Et c'est à ce stade-là que doit se réfléchir la possibilité d'une décontamination initiale dans le cas d'un accident NRBC. Ensuite, vers où et comment sont évacuées les victimes. Ça, c'est une prérogative du médecin régulateur du SAMU. Et puis, que faire des victimes qui se présentent spontanément, sachant que certaines victimes ne vont pas passer par ce filtre préhospitalier, mais vont arriver directement à l'hôpital. Alors, le tri des patients est la première intervention à laquelle nous allons être confrontés. Elle repose sur le principe du mieux pour le plus grand nombre. Do the most for the most. Il s'agit de répartir les patients selon qu'ils sont en urgence absolue ou urgence relative. Cette catégorisation doit prendre moins d'une minute et elle peut se faire par exemple par l'intermédiaire de cet algorithme qui s'appelle Start ABC. Le patient peut-il se lever? S'il ne peut pas, est-ce qu'il respire? S'il ne respire qu'après libération des voies aériennes supérieures ou avec une fréquence respiratoire supérieure à 30, c'est une urgence absolue. Ensuite, s'il a un pouls radial faible ou un temps de recoloration cutanée supérieur à 2 secondes, c'est une urgence absolue. Son état de conscience est-il altéré? Si oui, c'est une urgence absolue. Dans tous les cas contraires, c'est une urgence relative. Et vous voyez bien que là, il ne s'agit ni de mesurer une pression artérielle, ni de mesurer une saturation en oxygène, ni de calculer un score de Glasgow, mais d'évaluer ces trois fonctions vitales, respiratoires, hémodynamiques et neurologiques, par des critères extrêmement simples et rapides. Les gestes de sauvetage peuvent être organisés avec cet acronyme MARCH, mais là aussi, ils doivent répondre à des principes simples et rapides. M pour arrêter l'hémorragie massive, mettre un garrot ou faire une compression manuelle. A pour libérer les voies aériennes. Là, il s'agit de subluxer la mâchoire inférieure ou de mettre une canule de Guedel. R pour traiter une détresse respiratoire, la position demi-assise, l'oxygène, éventuellement exsuffler un pneumothorax compressif. C pour circulation, donc le maintien de l'hémodynamique. Et là, c'est très simple, s'il n'y a pas de pouls radial, c'est un choc hypovolémique. Il faut donc procéder à un remplissage vasculaire. H pour la lutte contre l'hypothermie et prendre en charge la détresse neurologique. On enlève les vêtements mouillés, on met une couverture de survie, on évalue sommairement l'état de conscience et on maintient l'axe tête ou tronc, en particulier dans le cas des victimes de traumatisme. Et puis enfin, E pour l'évacuation de la victime. Après cette phase préhospitalière, regardons la phase hospitalière. La réponse hospitalière s'organise selon un schéma qui s'appelle ORSAN, Organisation de la réponse du système sanitaire. Il y a un certain nombre de déclinaisons de ce schéma ORSAN en fonction du type d'événement, pour des victimes traumatiques, pour les événements thermiques, pour les épidémies, pour les événements biologiques ou nucléaires ou radiologiques ou chimiques. Et dans tous les cas, il s'agit, pour le directeur de l'hôpital, de déclencher le plan blanc. Alors, le plan blanc, c'est quoi? C'est la réorganisation de l'hôpital au profit de la gestion de crise. C'est la déprogrammation des activités non urgentes, le maintien des activités urgentes, bien sûr, qui ne sont, elles, pas compressibles, le rappel des personnels ou la redistribution des personnels libérés par certaines déprogrammations au profit de la gestion de crise. On met en place une cellule de crise et on nomme un directeur médical de crise. Un nouveau tri des victimes est nécessaire. Pourquoi? Parce que d'abord, l'état de santé des victimes peut avoir évolué depuis le préhospitalier. Certaines victimes en urgence relative au moment préhospitalier peuvent s'être aggravées pendant le transport. Et puis certaines victimes se présentent d'elles-mêmes à l'hôpital. C'est le cas, par exemple, lorsque un événement, un attentat ou une explosion survient pas très loin d'un hôpital. Les victimes se rendent elles-mêmes aux urgences de l'hôpital et court-circuitent le schéma préhospitalier qui a été mis en place. Chaque catégorie, urgence absolue ou urgence relative, est subdivisée de façon un petit peu plus fine en fonction du délai maximum avant soin.
L'urgence absolue est répartie en deux catégories. L'extrême urgence, où l'intervention doit être faite dans un délai de moins d'une heure, c'est le cas des chocs hémorragiques non contrôlés. L'urgence 1, où le délai est de 6 heures, c'est le cas par exemple des membres sur lesquels un garrot a été positionné. Et elle aussi, l'urgence relative a été séparée en deux, moins de 18 heures pour une plaie non hémorragique par exemple, ou moins de 36 heures, c'est le cas des fractures fermées immobilisées. Là, une intervention est nécessaire, mais elle peut se faire dans un délai de 48 ou 72 heures. Et puis le cas particulier des urgences dépassées, ce sont des patients qui ont des lésions graves, qui nécessitent un traitement lourd et long avec des probabilités limitées de survie, les plaies crânio-cérébrales par exemple. Pour ces patients-là, on considère que l'allocation importante de ressources dont ils vont avoir besoin n'est pas justifiée dans ce contexte, puisque ce sont autant de ressources qui ne seront pas mises à la disposition de patients qui auront, eux, un pronostic meilleur. La prise en charge médicale dans son volet médical doit être simple. Les examens biologiques et les examens d'imagerie sont limités au strict nécessaire. Les mesures de réanimation sont centrées sur les défaillances d'organes hémodynamiques, respiratoires et neurologiques, et on pourrait ajouter métabolique également. Et la chirurgie qu'on appelle la chirurgie de damage control, c'est une chirurgie courte destinée au contrôle de l'hémorragie, à la limitation de la contamination bactérienne, et qui est presque toujours suivie à 24 ou 48 heures d'une chirurgie qu'on dit de seconde look, qui va affiner le geste chirurgical, le compléter, ce qui permet que la chirurgie initiale reste effectuée dans un délai très court. Et puis il y a un volet humain et organisationnel. Les soins doivent être délivrés dans le calme, sous une coordination efficace du directeur médical de crise, et on peut ou on doit mettre en place un soutien psychologique, en particulier par l'activation de la cellule d'urgence médico-psychologique. Dernier point, débriefer et s'entraîner. Tous les hôpitaux doivent mettre en place des exercices de plan blanc à intervalles réguliers. Ce sont des exercices de simulation qui sont là pour acquérir et entretenir les compétences, pour identifier les dysfonctionnements du processus et pour reproduire les conditions de travail en conditions de stress, sachant que ces événements-là ne sont pas les événements du quotidien et les équipes médicales, paramédicales, logistiques, etc. ne sont pas habituées dans leur pratique quotidienne à travailler de cette façon-là et dans ces conditions-là. Et bien après l'événement, il est indispensable de revenir sur ce qui a été fait, d'abord à chaud en faisant des débriefings avec les équipes, et puis de façon un peu plus structurée et un peu plus tardive avec des retours d'expérience. Pour conclure, 4 points. D'abord, rappelons que tout médecin peut être confronté à une situation sanitaire exceptionnelle. Deuxièmement, l'organisation préhospitalière régie par le plan Orsec qui permet le tri des patients selon un degré d'urgence absolu ou relative et dont la prise en charge médicale se concentre sur des gestes de sauvetage élémentaires. L'organisation hospitalière est régie par le schéma ORSAN. Elle comporte l'activation du plan blanc par le directeur de l'hôpital. Elle commence par un nouveau tri des patients, puis l'orientation des patients vers la structure qui est la plus adaptée à leur état, le bloc opératoire, la réanimation, un service de chirurgie ou de médecine, etc. Et dernier point, il nous faut faire le mieux pour le plus grand nombre, c'est-à-dire que cette prise en charge est basée sur des mesures élémentaires et rapides. Je vous remercie pour votre attention.